Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Après un premier unboxing que vous pourrez trouver ici sur la chaîne, aujourd'hui je vais revenir sur un jeu qui est très attendu par certains d'entre vous, un jeu édité chez Flyos Games qui sera distribué chez nous pour la version française par Funforge. On va parler donc de Vampire Chapters. Donc Vampire Chapters, vous le savez probablement, c'est un jeu narratif, coopératif, dans lequel vous allez donc incarner des personnages issus du lore de Vampire, donc lore des ténèbres. Vous aurez la possibilité de sélectionner un personnage d'un des différents clans, chacun ayant ses propres pouvoirs, ses propres ambitions et donc ses propres manières de jouer. Cette vidéo sera la première d'une mini-série dans laquelle je vous introduirai tous les prologues, donc chaque prologue concerne un personnage et permet d'apprendre de manière didactique le jeu au fur et à mesure de son évolution. On commence cette série donc avec une première vidéo qui est consacrée au prologue d'Aren Conway, le personnage Gangrel. On voit ça tout de suite. Et le voici mis en place donc ce premier scénario de Vampire Chapters, donc le premier prologue, et comme je vous le disais, il concerne le personnage Aren Conway, qui est le personnage du clan Gangrel, donc un clan de vampires qui se rapproche un peu plus des animaux que les autres, voilà. Donc comment est-ce que ça fonctionne ces prologues déjà? Vous allez avoir 8 prologues, il y a 8 prologues, et ces 8 prologues correspondent aux 8 personnages qui sont jouables donc dans cette boîte si vous n'avez pas les extensions, parce qu'il y en a 4 de plus si vous avez les extensions. Là donc moi j'ai la boîte qui sera précommandable sur le site de Funforge, et donc vous allez pouvoir jouer tous ces prologues les uns après les autres. L'idée c'est que lorsque vous allez les jouer, vous allez apprendre les règles du jeu en même temps, en plus du lore des personnages qui est plutôt très intéressant je trouve, avant de pouvoir le sélectionner pour une campagne donc qui sera plus longue. Comment est-ce que ça marche déjà vis-à-vis de cette mise en place? Donc là, vous voyez, j'ai mis en place le premier prologue. Qu'est-ce qu'on a? On a une tuile, donc on se réfère à ça déjà, évidemment, le livret d'histoire, donc qui va vous donner toutes les instructions. Évidemment, cette partie-là, c'est la partie narrative. Vous avez ici l'objectif et les actions que vous allez devoir réaliser en commençant le scénario. En dessous, vous avez la tuile donc, que vous allez devoir placer, l'emplacement des différents personnages qui sont déjà intégrés, et ici, vous avez la liste des PNJ. En dessous, on vous dit, par exemple, utiliser la carte profil étrange soldat, c'est pour ce scénario-là, bien évidemment, ça changera, des fois, vous n'aurez même pas cette partie-là, et utiliser le deck de combat humain, voilà. Donc, je vous explique rapidement ce que c'est, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez donc, là j'ai mis en place le plateau, et en effet, les différents personnages indiqués. Donc là, on a un standee avec un petit chiffre 1 qui signifie, enfin je l'ai trouvé parce que c'est indiqué ici numéro 1, donc on trouve le standee et on le place. En face, j'ai mon personnage qui est placé, attention, il y a une petite flèche en fait imprimée sur le socle qui indique la direction dans laquelle il faut placer notre personnage. L'intérêt sera vis-à-vis des combats et vis-à-vis des tests de discrétion que l'on va faire si on souhaite ne pas se faire repérer. Dans ce scénario-là, on n'en parlera pas, mais au moins sachez que ça existe. On place donc une carte étrange soldat, en effet, c'est une carte qui va répertorier les capacités et les compétences de notre fameux soldat là, qui est en face de nous. Donc il est hostile, c'est-à-dire qu'il est déjà prêt à attaquer, donc la carte sera de ce côté-là avec une jauge de dégâts qui est indiquée en bas. Donc sinon, en fait, votre carte elle est placée comme ça et vous avez juste le type, le nombre de déplacements, la portée et alors je sais plus ce que c'est le point, justement, je crois que ça veut dire qu'il est agressif, mais je suis plus tout à fait sûr. Voilà, donc ça, hop, on la place comme ça. Ici, j'ai mis un petit marqueur 1 qui va de pair avec celui-ci qui permet de suivre l'initiative. Ici, ça ne sert pas à grand-chose étant donné que notre personnage, il n'y en a qu'un seul, mais si vous avez plusieurs personnages, plusieurs ennemis, eh bien vous allez devoir placer des marqueurs pour savoir qui joue avant, et donc forcément, au bout d'un moment, il ne faut pas se perdre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fameux le deck de cartes combat humain, c'est indiqué humain en bas, donc je dis fameux parce que c'était indiqué sur le livret, qu'il fallait le mettre en place. Donc on mélange le paquet, et en fait, on le place tout simplement en dessous, et donc ça nous servira à résoudre les phases de combat de notre ennemi. Et donc on a notre personnage Aren Conway qui vient avec sa fiche de personnage. Alors sa fiche de personnage est pré-remplie parce qu'elle a déjà certaines compétences. On voit qu'il y a 3 points en physique, 2 points en social, 2 points en mental, qu'on a quelques points en athlétisme bagarre, etc. Ça va nous permettre de mettre en place donc cette petite planche, donc qui est la planche de joueur. Pourquoi est-ce que ça nous aide? Parce que par exemple, on va prendre le nombre de points de physique, là il y en a 3, on le multiplie par 2, 6, et ça correspond au nombre de dégâts maximum qu'elle peut encaisser. Donc on va cacher avec ces petits pions là qui sont retirables, hop, si j'y arrive, voilà, vous allez pouvoir donc placer un pion dans chaque, parce que c'est une double couche, dans chaque
trous qui sont donc qui sont en trop en fait vis-à-vis des compétences de votre personnage. Au niveau de la volonté, vous additionnez social et mental, 4, très bien 4, et vous cachez tout le reste. La jauge de soif, lorsque l'on commence un scénario, normalement on est sur 1, mais ici on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que notre personnage n'est pas encore un vampire dans ce prologue, il est encore humain, donc pareil, on a des disciplines vampiriques, on n'en parlera pas dans ce prologue, puisque ce n'est pas un vampire, voilà. Et vous avez un deck de combat à mettre en place, donc très rapidement, vous avez un deck de base, des cartes qui sont deck de base, qui sont indiquées en bas deck de base, donc ça, elles sont toutes disponibles pour vous, mais en plus de ça, vous avez des cartes qui sont liées aux attributs, athlétisme, bagarre, armes, etc. Et donc vous allez prendre des cartes, toutes les cartes qui correspondent à votre niveau, athlétisme 1, athlétisme 2, athlétisme 3, bagarre 1, bagarre 2, bagarre 3, arme 1, et pas furtivité parce qu'il n'y en a pas. On a des dés noirs, le rouge n'est pas encore là parce que le rouge est essentiellement utilisé lorsque vous avez la soif du vampire ou lorsque vous faites des tests de la bête, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Là je vous ai montré donc le deck de combat, donc ça correspond, enfin le deck, toutes les cartes combat, donc il y en a quand même pas mal. En haut on a une petite partie avec un plateau mascarade, statue et round. Donc on vous demande de le mettre en place, mais en fait on va pas l'utiliser pendant ce prologue, mais sachez ça existe. Donc il sera souvent comme ça et ça vous permet de voir un petit peu une mise en place plus ou moins standard de ce à quoi va ressembler donc un scénario de ce Vampire Chapters. Et on a une fiche de référence rapide qui pourra nous aider lors de différents événements, même si là, vous allez le voir, le jeu va nous guider totalement vers la fin de ce scénario. Puisqu'avec ça, vous avez donc ce livret d'histoire qui est lié, vous avez tous les livrets, en fait, pour chaque chapitre, vous avez un livret, et ils sont exclusivement liés donc à ces chapitres. Là, on a donc Aren Conway, le prologue Gangrel, et lorsque l'on commence à jouer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre le livret, tout simplement, puisqu'ici, il est indiqué, donc je vais vous montrer plutôt, ici, il est indiqué, objectif, combattre votre adversaire jusqu'à la mort, action, révéler la carte profil de votre adversaire, et lisez l'événement 1. Voilà. Donc avant de commencer, je vais lire la partie narrative. Si vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là, eh bien je vous invite à regarder les chapitres et à cliquer juste après pour qu'on commence directement par le gameplay. Vous ouvrez les yeux à la tombée de la nuit et aussitôt, vous vous sentez assailli par la soif. Vous sortez à la recherche d'une proie. Avec un peu de chance, vous trouverez même un mortel fort et musclé, exactement comme vous les aimez. Le vent souffle doucement sur le jardin botanique ce soir. Le beau temps a attiré beaucoup de monde. Vous vous cachez dans l'ombre pour mieux observer votre proie. Le temps passe et le flux des mortels diminue. Vous vous demandez si vous n'avez peut-être pas attendu trop longtemps quand, tout à coup, votre attention est captivée par autre chose, d'autres vampires. Vous les reconnaissez et ils traquent une proie sur votre territoire. Quelque chose d'étrange se prépare. Vous restez caché et en alerte. Une grande silhouette masculine se dirige vers un camion blanc situé sur le stationnement. Son visage est caché par les ombres. Il fait le tour du lieu, puis retourne au camion. Il ouvre ensuite les deux portes arrière et sort une pelle qu'il jette par-dessus son épaule avant de se diriger vers le parc avec détermination. Soudain, sous la lueur orange des lampadaires environnants, vous voyez clairement son visage, cette cicatrice, ce visage, le visage d'un tueur, son visage. 1990, la crise d'Oka. Vous êtes dans la petite maison où vous avez trouvé refuge depuis environ une semaine. Ces dernières nuits ont été difficiles. L'armée n'a pas été tendre avec vous, loin de là. Mais ce soir surtout, votre vie va changer. Dans la petite maison, où tout est maintenant en désordre, se tient un homme. Dans sa main droite, votre frère. Son cou est brisé. Bien que vous soyez mortel, vous sentez une haine bestiale vous dévorer. Un seul d'entre vous s'en sortira vivant. Voilà ce qu'il fallait lire pour ce prologue. Et donc, on vous dit action, révélez la carte profil de votre personnage, donc je l'ai déjà fait là, et lisez l'événement E1. Donc on prend ce livret, et on a la table des matières. Dans chaque livret, vous aurez une table des matières. Pourquoi? Parce que là, il n'y a que les événements, mais parfois, vous aurez d'autres choses comme des points où vous allez pouvoir investiguer et des dialogues, des choses comme ça. Et donc, pour éviter de vous spoiler, de chercher dans toutes les pages, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre directement à la bonne page. Donc, on passe sur l'événement. On commence par l'événement E1, Vengeance. La haine qui s'infiltre dans vos veines est impossible à contenir. Vous décidez d'attaquer. Il vous reste encore un moment pour déterminer comment vous tuerez l'homme qui a enlevé la vie de votre frère. Choisissez la méthode qui satisfera le mieux votre soif de vengeance. Et donc à partir de maintenant, on a un choix à effectuer parmi deux donc qui sont indiqués ici. Le premier choix. La colère vous consume et vous avez l'intention absolue de faire saigner le tueur. Tout ce que vous devez faire, c'est sauter et attraper le couteau de cuisine sur la table. S'ensuit un test. Le second, il ne saignera pas. Non, à la place, vous briserez tous ses os à main nue. Il doit mourir par vos propres mains, sans hésiter, vous lui sautez dessus, point fermé. Alors pour les besoins des explications, je vais faire le premier choix qui correspond donc à un test.
Donc en effet, on va essayer de sauter et d'attraper le couteau de cuisine sur la table. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc faites un test physique plus athlétisme. Donc je vais vous expliquer maintenant les tests de compétences. Un test physique, donc il y aura toujours une association qui sera faite entre les attributs et les compétences. Lorsque on vous donne donc un test à réaliser, le premier mot c'est toujours l'attribut, le second c'est les compétences. Par exemple ici, physique, on regarde, physique, j'ai 3. 3 ça veut dire que je vais prendre 3 dés noirs pour pouvoir les lancer. Ensuite on me dit athlétisme. Athlétisme, j'ai 3 coches. Les 3 coches, contrairement au physique au-dessus qui vous donne le nombre de dés que vous allez pouvoir lancer, correspond à des succès déjà établis. C'est-à-dire qu'on commence déjà avec 3 succès. Et on me dit que le test est de difficulté 5, donc vous l'aurez compris, il va falloir réaliser des succès supplémentaires grâce aux dés pour atteindre la valeur de 5 ou la dépasser. Donc je prends mes dés et je les lance. Alors j'ai plusieurs résultats. Ça, cette clé-là, correspond à un succès. Là par exemple j'en ai eu 2, donc j'arrive à 3 plus 2, 5, j'ai réussi mon test. Je pose mon livret pour l'instant. Ça c'est un échec, évidemment, hein, c'est vierge, donc il ne se passe rien. Et si vous faites cet effet-là, donc la clé avec les deux crocs sur le côté, et bien là c'est un succès double. Vous avez compté 2 succès supplémentaires. Donc on en revient à notre scénario, j'ai réussi mon test puisque j'ai fait donc 5 succès, 2 sur mes dés, plus 3 indiqués donc sur ma compétence athlétisme. Sachez qu'il est possible de relancer les dés. Pour ça, il va falloir utiliser des cubes. Donc hop, je vais le prendre un cube supplémentaire. C'est-à-dire que lorsque vous commencez la partie, en fait, votre personnage est à 0 dégâts, bien évidemment, mais également à 0 volonté. Alors, à 0 volonté ne veut pas dire qu'il n'a pas de volonté, mais c'est que vous allez pouvoir consommer de la volonté pour pouvoir relancer des dés, entre autres. Là, je veux relancer mon dé noir, par exemple. Hop, je m'inflige 1 point de volonté, et je vais pouvoir relancer jusqu'à 3 dés noirs. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous allez pouvoir faire ça autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à la fin, si vous n'avez plus de volonté, bien vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc là je n'ai pas besoin de le faire, donc je ne le fais pas. J'en reviens à mon histoire, et on me dit que sur mon test, si j'ai réussi, je passe à E2, si j'ai échoué, je passe à E3. E2, couteau sorti. Je place ma miniature, donc ma figurine, et le personnage non-joueur soldat étrange sur les hexagones indiqués. Donc la scène a évolué, puisque j'ai choisi d'aller courir vers la table, donc là la table elle est là, et le couteau il se trouve ici. Donc je me déplace comme indiqué, hop, ici, et le soldat, eh bien, il est venu m'intercepter, et il s'est placé là. Donc là, on n'est pas sur un schéma de combat classique, attention, c'est un schéma scénarisé qui est donné, donc quand il y aura un combat, ça va se passer autrement, bien évidemment. En un instant, vous saisissez le couteau et attaquez votre adversaire. On me dit de prendre la carte objet couteau de cuisine. Et donc voici cette fameuse carte couteau de cuisine donc, que je viens de trouver sur la table. Il me dit que c'est une arme de corps à corps bien évidemment et que je rajoute donc un dé à mes tests de compétences d'armes lorsque je le combine à une carte de combat arme. Donc ça on y vient évidemment après, donc je le pose à côté. J'ai donc trouvé un couteau de cuisine. Cependant votre adversaire n'est pas un amateur. Il fonce sur vous avec une vitesse extrême et vous frappe violemment dans l'estomac avec son genou. Je prends un dégât. Donc comment on fait? Bien simplement on déplace notre petit marqueur de 1 point donc sur la piste des dégâts. Et on me dit de reculer mon personnage de 1 hex, donc un hexagone. Hop, je recule de 1. En gros il m'a frappé suffisamment fort pour que ça me fasse reculer. En bas il est indiqué que c'est mon tour et que je dois lire donc la partie E4. Un éclat de terreur. Votre ennemi vous observe sans dire un mot. Vous vous apprêtez à débuter le combat et vous frissonnez de colère et d'anticipation. Il a l'air beaucoup plus fort et plus rapide, mais ça ne vous dérange pas. Vous prenez position quand tout d'un coup, il vous attaque. Et le combat commence. Je place mon jeton de personnage sur un hexagone adjacent au PNJ soldat étrange. Donc hop, je me déplace ici comme indiqué et je peux démarrer le combat. Ici, on vous donne des instructions sur les différentes règles qu'il va falloir prendre en compte. Votre initiative est égale à votre niveau d'attribut physique. Alors vous voyez, j'ai 3 en physique, donc je suis à 3 d'initiative, ça c'est le pion qui correspond à mon personnage. Je le place donc à 3. Mon adversaire, lui, a une initiative de 5, donc c'est indiqué directement sur sa carte, voilà, et donc je place sur la partie 5 donc, de la bande. Vous voyez qu'il y a 2 valeurs, en fait c'est très simple, c'est que à gauche c'est les valeurs pour 1 à 2 joueurs, et à droite pour 3 à 4 joueurs, donc ça évoluera en fonction du nombre de joueurs. Mais dans ce scénario-là, vous êtes obligé de jouer seul. Il fallait que je mélange les cartes au combat et puis que j'en pioche une au hasard, hop, et que je la mette à côté. Donc ce sera sa carte de combat pour cette manche-là.
Malgré la force de votre ennemi, vous ne reculez pas, vous êtes prêt à tout pour venger votre frère. On arrive donc à prêt à combattre. Votre adversaire est rapide, la pensée que vous pourriez être condamné depuis le début vous traverse brièvement l'esprit. Vous tentez d'éviter de regarder le corps de votre frère sur le sol. Donc ici, on vous demande d'établir votre main active. Donc c'est le nombre de cartes qui va correspondre à votre valeur de physique plus mentale, ici donc 5, parmi les cartes que vous avez de disponibles en fonction de vos attributs. Donc vous avez vos decks de base bien évidemment, mais vous avez également les cartes qui sont liées donc à vos attributs athlétisme, bagarre, armes et furtivité. Par exemple, moi j'ai établi un deck, donc j'avais plusieurs cartes de disponibles. J'ai choisi donc tailladé, puisque tailladé va correspondre au couteau que je viens de ramasser, parce que vous ne pouvez pas utiliser une carte arme, parce que c'est une carte arme indiquée ici si vous n'avez pas d'arme, c'est évident, mais faut le savoir quand même. J'ai des cartes deck de base, voilà, que j'ai utilisées, des cartes athlétisme, bref, j'ai sélectionné 5 cartes pour pouvoir affronter mon adversaire, en sachant que le tutoriel, donc le prologue, me dit de garder les cartes bon, uppercut et esquive, et de mettre de côté la carte morsure de son deck de base, évidemment parce que nous ne sommes pas un vampire, donc on ne va pas mordre pour s'abreuver du sang de notre adversaire. On poursuit, le temps est venu de nous battre. Il existe 3 cartes de combat, il y a des cartes attaque, il y a des cartes défense et il y a des cartes mixtes. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien simplement que vous allez pouvoir attaquer avec une carte d'attaque, donc essayer d'infliger des dégâts. Vous allez pouvoir défendre si jamais à un moment donné vous ressentez le besoin, et bien dans ce cas-là vous n'allez pas infliger de dégâts, mais vous allez obtenir des points pour pouvoir... vous allez retirer des points de dégâts en tout cas que votre adversaire va vous infliger. Et mixte, ça va être à vous de sélectionner l'un ou l'autre au moment où la carte va être révélée, au moment opportun. Donc si vous vous faites attaquer et vous estimez prendre trop de dégâts, vous pouvez décider à ce moment-là que ce sera une carte de défense. Et sinon, vous pouvez l'utiliser comme une carte d'attaque. Une lueur menaçante dans les yeux du tueur de votre frère se prépare, indique que le tueur de votre frère se prépare à attaquer. Donc on passe à 7. Il prend les devants. On nous demande de révéler les cartes de combat du PNJ. Donc déjà tout d'abord il faut que je sélectionne une carte, hop, ce que je n'ai pas fait, donc admettons, on me dit oui tout à fait c'est bien ça, d'utiliser la carte bon. Donc la carte bon, cette carte là je la place en fait sur mon plateau pour dire que je l'ai utilisée. Lorsque l'on joue à plusieurs on les met face cachée, mais bon ici il n'y a pas d'intérêt. Hop, on révèle la carte combat de notre adversaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de garde de défense, ça veut dire qu'il ne va pas m'infliger de dégâts, néanmoins il gagne plus 1 de résistance lors de la phase où moi je vais l'attaquer, donc il y aura un dégât de moins au moment où moi je vais l'attaquer. Donc l'adversaire a joué, on prend son jeton d'initiative et on le déplace à droite. Il faut savoir que dans le tour d'un PNJ, le PNJ peut faire deux choses, se déplacer si on est trop loin, et donc ensuite utiliser sa carte pour attaquer. S'il ne peut pas attaquer, eh bien sa carte, s'il ne peut pas se rapprocher suffisamment, il va jeter sa carte pour se déplacer de 2 cases supplémentaires, mais dans ce cas-là, il n'attaquera pas. On va donc retourner notre carte, et la carte est déjà retournée, pardon, et on va donc lancer le nombre de dés qui correspond à notre attribut physique. Donc ici, mon attribut physique est de 3. C'est une carte d'athlétisme, donc je regarde athlétisme, j'ai déjà 3 coches, donc j'ai déjà 3 succès. Et en plus de ça, sur cette carte-là, il est indiqué que je peux, dans la partie attaque, lancer 2 dés supplémentaires, et en bas c'est la défense, donc là il y a une croix, ça veut dire simplement que je ne peux pas utiliser cette carte pour me défendre. Donc j'ai 2 dés supplémentaires, donc j'ai 5 dés au total. Ensuite, je m'infligerai pour moi-même un déplacement supplémentaire, ce qui me permettra de me déplacer plus loin, et un d'initiative. Donc je lance les dés, et je vois ce que j'ai réalisé. Donc là j'ai fait 1, ça vaut 2, et ça vaut 1. Donc très bien, là j'ai fait 2, 3, 4, en sachant que j'ai 3 en athlétisme, donc j'arrive 4 plus 3 à 7 succès. Mon adversaire a 3 de résistance plus 1, puisqu'il a utilisé une carte de défense, donc il subirait 3 dégâts. Je peux me dire que je vais m'infliger un peu de volonté, là, utiliser un peu de volonté pour relancer ces dés-là qui sont vierges. Hop, j'ai encore fait 2 vierges, je les relance, hop. On le fait, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien j'ai un succès supplémentaire, allez j'en reste là. Donc 2 plus 1, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 4, mon adversaire prend 4 dégâts. Donc pour ça je prends un marqueur de dégâts d'adversaire, donc c'est des marqueurs que vous allez coulisser dessus. Et je viens le placer, donc vous voyez, vous avez sa carte ici, je viens le placer de cette manière-là, je fais coulisser. Donc là j'ai 4 dégâts, donc 1, 2, 3, 4, c'est des tout petits points.
et hop, vous faites glisser ça, et donc vous avez une jauge de vie, et là on voit que le personnage va jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à ce nombre de dégâts-là, pour pouvoir l'éliminer de 1 à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. Plus il y a de joueurs, plus les ennemis ont de la vie. Ici j'ai 4, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour pouvoir l'éliminer, donc on a bien commencé, on le pose là. Vous lancez votre attaque avec conviction, vous êtes plus petit que votre adversaire, mais vous ne le laisserez pas vous décourager. L'ennemi riposte, donc c'est quand on a terminé ce tour-là, on jette la carte utilisée par l'ennemi, votre carte est également jetée, et donc là il va falloir sélectionner une nouvelle carte de combat pour le PNJ que vous allez placer à côté, voilà tout simplement. On vous dit que l'adversaire a l'air confiant, vous prenez position et décidez de vous défendre contre toute attaque possible. Donc on passe à l'événement 10 qui indique matière à réflexion. On me dit de jouer la carte esquive, donc là vous l'aurez compris, normalement vous sélectionnez la carte que vous souhaitez, mais là c'est pour les besoins du prologue. Donc je joue la carte esquive, donc qui est une carte de défense exclusivement. Vous voyez ici on a une croix en haut sur la partie attaque, et en bas j'ai un nombre de dés bonus quand je l'utilise de cette manière-là. Petite chose que j'ai oublié de placer, sur la carte précédente j'avais un effet de déplacement supplémentaire, mais je ne me suis pas déplacé, par contre j'ai gagné plus 1 d'initiative, donc hop, je remonte mon petit bonhomme, mon petit personnage ici. Parce que oui, notre adversaire joue en premier simplement parce qu'il est en haut sur la piste d'initiative. Je révèle la carte de combat de mon adversaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un coup de pied. Donc attaque coup de pied, il inflige un dégât supplémentaire. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, de la même manière que pour l'attaque. Je regarde un dégât, 2 d'attaque, donc il me fait 3 dégâts pour l'instant, en sachant que j'ai donc une carte de défense. Comment ça marche? Eh bien, je prends toujours mon attribut physique, donc là j'ai les 3 dés au niveau de mon attribut physique, et à ça, donc je prends les 3 points d'athlétisme qui correspondent donc à 3 succès supplémentaires. Donc on l'a dit, il m'inflige normalement 2 plus 1, donc 3 dégâts, mais ça va être vite vu, donc j'ai 3 plus 2 dés parce que ma carte m'indique que j'ai 2 dés supplémentaires pour me défendre. Je lance tout ça et j'ai donc plus que ce qu'il faut pour pouvoir me défendre. L'idée c'est que si, parce que là on pourrait se dire bah oui mais du coup c'était déjà gagné d'avance, alors oui, potentiellement oui, mais tout ce que vous allez dépenser, en fait, tout ce que vous allez gagner comme défense en plus va être converti en des jetons. Ce sont des jetons résistance que vous allez pouvoir utiliser pour rajouter de l'initiative. Donc ces jetons résistance, ce sont ceux-là, donc on les place ici. Vous pourriez les conserver pour défendre ultérieurement pendant le round, seulement, eh bien, il n'y a pas d'autres ennemis. Donc là, on les jette, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on gagne 2 points d'initiative supplémentaires, et donc je suis passé devant en initiative, et cette carte est donc défaussé. Les yeux de votre adversaire brillent de malveillance, quelque chose qui ne vous rassure pas du tout. Il a l'air trop confiant quant au dénouement de ce combat. Vous décidez de faire preuve de prudence et d'adopter une position défensive. Pour quelqu'un dans une situation de vie ou de mort, vous demeurez étonnamment calme, probablement parce que vous êtes consciente que votre destin repose sur votre capacité de concentration. Ces prochaines minutes seront cruciales pour votre survie. Planification, c'est le tour de votre ennemi, piochez une autre carte et placez-la, hop, de cette manière-là. Votre adversaire a l'air tout aussi vigoureux qu'auparavant, mais vous ne céderez pas. Maintenant, on nous demande d'utiliser la carte Uppercut. Donc cette carte-là, c'est une carte mixte, c'est-à-dire que je peux l'utiliser soit en attaque, soit en défense. Vous voyez, en bas, il n'y a pas de petite croix. Le seul truc, c'est qu'en attaque, j'ai un plus 1D, ce que je n'ai pas en défense. Donc à votre tour, vous pouvez utiliser la carte comme une carte d'attaque si elle n'a pas encore été utilisée, ou la garder comme une carte de défense pour vous défendre contre un PNJ qui joue après vous. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous devriez faire ensuite, attaquer ou défendre, peut-être que la meilleure stratégie est simplement d'attendre de voir ce que votre adversaire va faire avant de décider quoi que ce soit. Le truc ici, c'est que c'est moi qui joue en premier. Donc comme je joue en premier, je vais devoir sélectionner si je souhaite utiliser l'attaque ou si je souhaite utiliser la défense. Je pense qu'on n'était pas trop mal parti, donc je vais utiliser l'attaque. Qu'est-ce que je fais? Même principe, on est sur l'attribut bagarre. Donc je prends physique, 3. Je rajoute donc dans bagarre, j'ai 3 succès. Donc je lance les 3 dés plus 1 dé grâce à cette carte qui me permet d'en avoir un supplémentaire. Hop, je lance et là c'est un échec total. Donc j'ai réussi à faire 3 succès parce que c'est ce qui est indiqué sur ma fiche, mais j'ai fait aucun succès sur le bon lancer de dés. 3 succès en sachant que mon adversaire a 3 de résistance, ça ne sert à rien. Allez hop, on essaie de relancer. Tac, je relance tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien c'est un peu mieux sans être fabuleux. J'ai 2, hop, plus 2 échecs, donc j'ai 2 plus 3, 5. À ça, je rajoute donc je soustrais la résistance, 5 moins 3, mon adversaire prend 2 dégâts. Je prends sa carte, hop, et je déplace ça de 2. Voilà. Et donc moi, je perds, la cible perd 1 d'initiative, donc elle descend à 4, et moi je suis à 6. Mon adversaire, hop, je retourne sa carte, il a un coup de poing. Donc coup de poing, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va m'attaquer de la même manière. Donc qu'est-ce qui se passe? On a
une attaque, donc là le bonus qui est indiqué c'est un +1 d'initiative, donc en gros il va gagner lui-même 1 d'initiative à la fin de l'attaque. Il a une attaque de 2, je n'ai pas de défense, je subis simplement 2 dégâts et il reprend son petit point d'initiative. Cette carte est défaussée, cette carte aussi, et donc on peut poursuivre sur le reste du scénario. Votre ennemi craque les jointures de sa main, ce son dégoûtant vous fait grimacer pendant un moment, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il essaie de vous intimider. Le temps est venu de dévoiler votre plan. À ce moment-là du prologue, on vous donne toutes les actions que vous allez pouvoir réaliser. Donc elles sont listées sur votre carte de référence. Ce que vous pouvez faire pendant un tour de combat, parce que ce qui est différent quand même d'un tour de dialogue investigation, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer. Donc si vous souhaitez vous déplacer, vous allez pouvoir vous déplacer d'une case qui correspond, enfin d'un nombre de cases qui correspond à votre valeur d'athlétisme +1. Donc ici j'ai 3 d'athlétisme, je peux me déplacer de 4 cases tout simplement. Je vais pouvoir utiliser aussi mes capacités de sang. Donc les capacités de sang, vous avez une capacité qui permet de réparer les dégâts. Donc à partir du moment où vous êtes un vampire, vous allez donc récupérer 2 dégâts. Vous allez pouvoir utiliser la puissance du sang qui vous permet d'obtenir des attributs supplémentaires, et vous allez pouvoir utiliser une discipline vampirique, mais ça pour l'instant on n'en a pas. Le point commun à tout ça, c'est qu'à chaque fois il va falloir faire un test de la bête. Ce test de la bête va potentiellement vous engendrer de la soif supplémentaire, et donc pour ça, si vous avez trop soif, vous allez convertir des dés noirs en des dés rouges qui ne seront pas relançables, et en plus de ça, si vous allez trop loin, et bien vous allez être dans un état de frénésie, donc cet état de frénésie risque de vous faire n'importe quoi et de tuer n'importe qui. Et vous avez la possibilité, en plus de ça, d'utiliser donc votre carte de combat pour attaque, défense et mixte, donc comme on vient de le faire là. Vous allez pouvoir utiliser un objet, donc ça c'est une chose parmi tout ça, hein, utiliser une carte combat, soit utiliser un objet, soit défausser une carte de combat que vous avez préparée pour gagner plus de mouvement, soit donner ou prendre un objet d'un autre joueur sur un hexagone adjacent, ou alors ne rien faire de tout ça si jamais vous le souhaitez. Et tout ça vous le faites dans l'ordre que vous voulez, donc faire un déplacement, utiliser le sang et l'une des actions que je viens de vous lister, vous pouvez mixer de telle manière les faire dans l'ordre que vous le souhaitez. Si vous dépensez un point de volonté, toutes les cartes que vous avez dans votre défausse, vous les reprenez dans votre main et vous pouvez de nouveau les sélectionner pour pouvoir jouer, pour pouvoir les rejouer si surtout vous en avez certaines que vous souhaitez conserver. Et donc on va continuer ce combat, et puisqu'ensuite une fois que c'est terminé, il faudra aller vers si vous perdez ou si le marqueur de dégâts du PNJ soldat étrange est de 8 ou plus. Donc en gros ce que l'on vous dit c'est que là il reste un dernier tour et l'idée c'est de vaincre notre adversaire ou pas. Donc on poursuit, on prend on va sélectionner une des cartes qui nous reste. Alors moi je serais bien parti pour utiliser ça, la taillade. Donc on va utiliser notre arme. Donc notre arme, +1 à vos dés de compétences d'arme lorsque vous combinez une carte de combat arme, donc c'est très bien. On va avoir donc +1 dé grâce à cette carte tailladée, +1 dé grâce à l'arme que je suis en train d'utiliser, donc je suis à +2 dés. Et donc mon adversaire, on lui place une nouvelle carte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais attaquer mon adversaire. Donc j'ai 3 de physique, donc j'ai 3 dés. J'ai 2 dés supplémentaires grâce à mes 2 cartes. Et par contre, j'utilise arme, et arme, il n'y a qu'un seul succès. Il n'y a qu'un seul succès garanti, donc j'aurai un peu moins de succès. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix, mais c'est pas très grave. Avant ça, on vérifie si c'est pas une carte de défense que notre adversaire il a. Donc on regarde brièvement, c'est une carte spéciale, donc il va attaquer grâce à ça, on va pouvoir le voir ensuite. Hop, donc je lance tout ça. Qu'est-ce que ça me fait? J'ai 2 et 3 succès, donc c'est vraiment pas terrible. On continue. Je vais utiliser mon dernier point de volonté pour relancer ça. Alors ça c'était un 2, pardon. Hop là. Ça c'était un 2. Donc je rajoute un 2 et un 1. Là c'est un peu mieux. J'ai 2 et 4, 6, plus le point là, 7. Mon adversaire a 3 de résistance, donc il prend 4 points de dégâts. Donc on redescend à 1, 2, 3, 4. Et on est arrivé donc au dernier point de vie, puisque cela se concerne donc lorsqu'il y a plus de joueurs, et donc notre adversaire ne va pas contre-attaquer. On prend donc notre livret, on nous dit si le marqueur de dégâts du PNJ est de 8 ou plus, ce qui est le cas, je lis 18. Bel essai, votre stratégie s'est montrée efficace, vous avez combiné vos mouvements à une incroyable dextérité, votre prouesse au combat a même mis votre adversaire à genoux, vous vous tenez devant lui, il est temps pour lui d'avoir un aperçu de la douleur qu'il a infligée à votre frère. On gagne un XP. Donc quand on gagne un XP, on prend sur cette fiche et on met une barre, et en gros vous allez pouvoir suivre votre expérience comme ça. Horrifié, vous voyez sa chair muter et ses blessures se fermer une par une. Il se lève et vous regarde avec un sourire sadique. Bel essai, Pétasse. La récré est terminée maintenant. C'est l'heure de mourir. Avant que vous puissiez réagir, il s'élance vers vous et plante la lame de sa machette profondément dans votre torse. Vous criez d'agonie, vous vous effondrez immédiatement. Votre vision commence à se brouiller et vous sentez le souffle de la vie vous quitter lentement. Puis une agonie différente, à l'idée de ne pas avoir vengé votre frère.
Votre ennemi vous donne un coup de pied une dernière fois pour s'assurer que vous ne vous relèverez pas, vous ne sentez plus la douleur, enfin il s'en va, vous abandonnant à votre destin tragique. Et voilà, fin du prologue Gangrel, et donc on peut lire la conclusion qui est indiquée au verso. Donc au verso, vous allez voir qu'il y a toujours une seule page pour chaque prologue. Hop, vous retournez ça, et donc vous arrivez ici à la conclusion Gangrel. Vous êtes morte cette nuit, et vous a laissé agoniser dans votre propre sang. Vous avez senti votre vie vous quitter peu à peu, le cadavre de votre frère gisant juste à côté de vous. Soudain, une puanteur animale a envahi l'air de vos narines. Peu de temps après, la silhouette d'un mystérieux inconnu s'est penchée au-dessus de vous. Tu t'es bien battu, tu devrais convenir. Soudain, vous avez senti cet inconnu vous porter avec une totale aisance. Il a porté votre cou à ses lèvres, alors que vous poussiez votre dernier souffle et que ses longs cheveux caressaient votre visage, un liquide au goût métallique a rempli votre bouche et a coulé de vos lèvres. Peu de temps après, vous avez laissé échapper un rugissement bestial et vous avez sauté sur vos pieds, aspirant à plus de sang. On retourne dans le temps présent. Votre esprit a effacé les restes de votre passé, ceux qui vous ont aidé à survivre seul pendant ce long et fastidieux hiver. Vous saviez à peine qui et où vous étiez à l'époque, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à tout surmonter. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes une gangrel, libre, féroce et pleine de fierté. Ce soir, le meurtrier de votre frère a pénétré sur le territoire de votre sire, vous donnant une autre chance de demander justice pour sa mort. La terre du parc va bientôt se gorger de sang. Récompense, chacun gagne une expérience supplémentaire, et donc on vous indique en bas que vous pouvez jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne si vous ne souhaitez directement commencer votre campagne. Et c'est la fin de ce premier mini-épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, évidemment, abonnez-vous. Je vais poster les suivants au fur et à mesure afin que vous puissiez suivre cette histoire et les différents prologues, ainsi que les nouvelles mécaniques qui seront introduites donc au fur et à mesure du jeu. A très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.